son, coupe le son. Et du coup, c'est bon. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à rebondir dans le chat. Bon. Bonjour à tous et merci pour votre présence du coup à ce webinaire de restitution. Votre présence, je tiens à souligner, qui est très nombreuse et qui atteste d'une certaine manière aussi bien de l'intérêt pour la politique publique qui est portée au plus près des territoires que aussi pour ces travaux de recherche évaluative. Et en guise d'introduction, puisque l'objectif c'est quand même de passer très vite la parole à Pierre Mazet pour revenir sur les résultats d'étape du programme de recherche, revenir sur le pourquoi de ce programme de recherche. L'objectif qu'on a eu à l'échelle nationale quand on a déployé le dispositif des conseillers numériques, au-delà du déficit constaté de professionnels de l'accompagnement au numérique qui était constaté sur le territoire, l'idée c'était aussi de voir dans quelle mesure les conseillers numériques, et puis d'essayer de voir si les conseillers numériques pouvaient, par leur déploiement, lancer, initier, consolider des dynamiques ou des stratégies locales d'inclusion numérique visant à la réduction des inégalités et à la montée en compétences numériques des Français. Donc, cette hypothèse, elle suppose de considérer au final ce dispositif des conseillers numériques non pas comme une fin en soi, hein, mais aussi comme un moyen d'une action de l'État en partenariat avec tout un écosystème associatif, avec des collectivités locales, avec différents acteurs publics et privés, visant à réduire les inégalités numériques sur un territoire donné, par les territoires et sur ces territoires. Donc, dans cette perspective, le déploiement des conseillers numériques, pour nous, c'est un levier à disposition des acteurs territoriaux pour engager, mener à bien une stratégie d'inclusion numérique au niveau local, celle-ci étant entendue de manière assez large, en fait, allant de l'équipement, d'une certaine manière, à l'accompagnement aux démarches administratives, mais pour aller jusqu'à la montée en compétences numériques de la population. Donc, c'est bien dans cet objectif et dans cette hypothèse, ce postulat de départ que s'est inscrit ce travail de recherche qui s'appuie sur deux types de méthodologies. Une enquête quantitative d'un côté, avec des questionnaires qui ont été adressés aux conseillers numériques, aux responsables de structures d'accueil d'une part et d'autre, avec l'objectif de recueillir leur point de vue, avec leur perception, leur représentation sur le dispositif, et également une enquête qui est peut-être plus qualitative, qui vise par des entretiens et par des observations sur 5 territoires à répondre à la question de cette dimension locale et territoriale pour essayer de voir typiquement quelles sont les logiques d'acteurs qui ont pu se mettre en place au niveau local. Pour finir et rapidement, l'objectif de cette recherche, c'est aussi qu'on puisse lui donner la plus grande visibilité possible. C'est pour ça qu'il y a ce webinaire de restitution et encore une fois, on vous remercie d'être présent. C'est aussi pour ça que tous ces travaux seront mis en ligne et sont d'ailleurs déjà mis en ligne sur le site Société numérique. Donc, aussi bien les résultats de la première vague de questionnaires auprès des conseillers numériques, avec un rapport complet, une synthèse et une petite infographie, mais aussi les résultats de la première vague d'entretien réalisés auprès d'un échantillon de 5 territoires. En conclusion réelle cette fois-ci, et avant de passer la parole à Pierre, je tenais sincèrement à le remercier pour ses travaux, parce qu'en fait, c'est assez riche quand on est une administration, pouvoir compter sur un travail de recherche avec sa vision, son objectivité, et ça nous aide assez profondément, notamment dans un contexte qui est celui de la révision de la stratégie nationale pour un numérique inclusif et le fait d'élaborer sa suite au travers de la feuille de route France Numérique Ensemble, de pouvoir disposer justement de ce regard extérieur qui vient nous interroger et qui, on l'espère, viendra surtout nous enrichir et nous permettre de proposer sans doute la politique publique la plus adaptée. Et donc la parole est à Pierre. Et donc, alors, merci, Nico. Grand merci pour l'introduction et puis pour la main tendue, du coup, que je peux renvoyer pour souligner, avant de rentrer un peu pour le coup, dans le détail, dans les données, parce qu'on a pas mal de choses à voir, donc je vais être assez bref, mais pour souligner qu'il est extrêmement rare qu'il y ait des politiques publiques en France qui soient regardées, évaluées par la recherche, encore moins chemin faisant, puisque la spécificité pour le coup de cette recherche est qu'elle se développe chemin faisant, itinéraire, enfin elle accompagne un peu le déploiement puisqu'elle était longitudinale, et que c'est assez rare que les institutions acceptent, voire aient envie d'avoir des regards de chercheurs sur ce qu'elles font.
parce qu'on s'expose nécessairement à des formes d'objectivation et éventuellement de critiques sur ce qui se déroule, et que toutes les institutions n'ont pas nécessairement envie de recevoir des critiques, et encore moins en temps réel. Du coup, il y a toujours ce côté un petit peu paradoxal qu'on prête le flanc à de la critique alors même qu'on fait l'effort en tant qu'institution de vouloir introduire un peu des chercheurs pour regarder ce qui se passe. Donc c'est important de le souligner. C'est ce qui fait aussi qu'il y a plein d'organisations ou d'institutions d'administration qui n'ont pas spécialement envie d'avoir des regards de chercheurs, sinon de manière un peu historique, mais une fois que les choses sont passées, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc voilà, à mettre ça très clairement au crédit de la NCT, parce que c'est une chose rare qui a souligné. Deuxième vague, alors pour le coup ici un peu là de remerciements, c'est à tous ceux qui ont participé aux enquêtes aussi bien par questionnaire que de terrain, sans lesquels on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc merci d'avoir participé. Je sais que vous êtes tous aussi bien CNFS que aussi responsables de structures sollicités multiplement et pour des interventions et aussi pour par des instruments et des outils de mesure. Donc merci à vous d'avoir participé si vous avez participé. CNFS, si vous m'écoutez, vous avez dû recevoir hier une invitation à participer à la deuxième vague du questionnaire. Je vous encourage, je vous incite et vous demande de ne pas hésiter à aller le remplir, parce qu'il nous permettra justement d'avoir une deuxième vague, un regard un peu un an après, et de noter des évolutions entre la première vague et la deuxième. Le fait que vous n'ayez pas répondu à la première vague n'est pas un problème. Le seul critère déterminant, c'est que vous soyez sorti de formation début septembre 2022. Dommage, je ne me trompe pas. Septembre 2022. Tous ceux qui sont sortis de formation avant septembre 2022 peuvent répondre au questionnaire. Et donc, deuxième vague. Et du coup, il y aura un petit pavé de questions de socio-démographiques pour vous situer un peu, auxquels ceux qui ont répondu à la première vague n'auront pas à répondre puisqu'ils l'ont déjà fait. Et donc, je vais présenter un petit peu les résultats des après. Donc, voilà pour ça. Question centrale, parce qu'on pourrait regarder beaucoup de choses sur ce dispositif. Nous, on avait quand même une hypothèse centrale et qui était une entrée qui nous intéressait conjointement avec la NCT, c'était de regarder les dimensions territoriales, c'est-à-dire comment les territoires s'emparent du dispositif, se l'approprient, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que ça génère, etc. Donc, c'est vraiment l'hypothèse qui alimente toutes nos recherches, plus spécifiquement le qualitatif, mais pas que. C'est aussi des dimensions qu'on interroge dans les questionnaires quantitatifs, parce que de fait, sauf à faire des questionnaires qui durent 1 heure, et je pense que vous avez déjà trouvé que ceux qu'on vous avait envoyés étaient déjà assez dodus, on ne peut pas interroger absolument tout par questionnaire. Et vous avez sans doute remarqué qu'on vous interrogeait assez souvent sur les acteurs locaux avec qui vous aviez des liens ou autres. Et justement parce qu'on veut pouvoir alimenter cette dimension un petit peu territoriale. Parce que l'hypothèse qui était faite un peu en sous-jacente et en amont, c'est qu'un CNFS, un ou une CNFS, je dirais CNFS par acronyme, histoire de ne pas mégenrer. Voilà, ça m'évite de dire conseiller et conseillère à chaque fois. Donc, ce n'est pas très joli, désolé, mais un ou une CNFS, quand il arrive quelque part, il ne peut pas faire grand-chose tout seul et qu'il y a nécessairement une dimension territoriale et que nous, ça nous intéressait de le regarder. Donc voilà, je vais vous présenter les résultats un peu voilà, des 2 enquêtes par questionnaire, un tout petit peu de celle des responsables de structure parce qu'on l'a passé beaucoup plus récemment, et puis un peu de l'enquête qualitative par entretien. Comme dit, vous avez et les synthèses quantitatives CNFS plus qualitatives et les résultats intégraux du rapport quantitatif CNFS qui sont d'ores et déjà disponibles. Je vais forcément trier parce que je ne peux pas tout dire, mais vous avez l'intégralité des données qui sont à présent accessibles. Donc, sur le questionnaire à la direction des CNFS sur la première vague, je resitue un peu parce que pour le coup, ça date, voilà, de l'eau a un petit peu passé et nous, on est déjà maintenant dans la deuxième vague. La preuve, vous avez eu le questionnaire. Passé en 2, alors en 2 passes parce qu'on voulait pouvoir interroger les CNFS qui rentraient en poste avec un minimum de temps et commencer à avoir des données. Donc, on a épousé l'entrée en poste des CNFS. En novembre, décembre 21 et en juin 2022, plus de 1000 questionnaires remplis, complétés après nettoyage par Jordi Stéphan, avec qui j'ai fait la partie quantitative et qui a fait toute la partie statistique, pour le coup. Un taux de remplissage très élevé, c'est-à-dire rempli intégralement, en particulier sur la deuxième vague,
ce qui veut dire que ceux et celles qui ont répondu avaient vraiment envie de répondre jusqu'au bout. Et d'après les chiffres voilà, qui sont disponibles à NCT, par rapport à ceux qui étaient entrés en poste à l'époque, ça représente à peu près 40% des CNFS qui étaient en poste, donc c'est quand même pas mal. Point particulier, les deux vagues sont absolument identiques d'un point de vue statistique, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes résultats, sans différence significative d'un point de vue statistique entre la première et la seconde vague. Ce qui fait dire en termes statistiques qu'en fait une troisième vague aurait été inutile parce qu'elle aurait donné les mêmes résultats. Et on notait aussi par rapport aux chiffres existants qu'il y avait une petite surreprésentation des structures publiques auxquelles étaient attachés les CNFS ayant répondu. Qu'on avait 73% de CNFS appartenant à des structures publiques alors qu'il y en a 60% d'après les chiffres disponibles. Et aussi de structures ayant recruté plusieurs CNFS avec un écart un peu moindre. Mais voilà. Sur tous les résultats statistiques, on fonctionne. C'était une enquête nationale, ce ne sont pas des résultats nationaux. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intégralité, en l'occurrence des CNFS ou des structures qui ont été interrogées, c'est important de le préciser. On a un échantillon qui a nécessairement sa propre identité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des idées de la surreprésentation qu'il peut éventuellement représenter, mais ce ne sont pas des résultats nationaux. C'est fait à l'échelle nationale et ça vaut pour cet échantillon aussi. Des éléments de profil un peu assez rapidement, parce que c'est des questions qui sont souvent demandées. En termes de genre, on voit que c'est à peu près égal pour le coup. En termes d'âge, qu'on a quand même beaucoup d'âge moyen à 36 avec une médiane à 34, donc plutôt assez jeune. La médiane, c'est la moitié, ça partage en deux. La moitié de ceux qui ont répondu qui ont plus et la moitié qui a moins. Avec 75% qui a au moins 45 ans, donc un échantillon quand même plutôt assez jeune. Un niveau d'études quand même relativement élevé. On a 70% des CNFS ayant répondu qui sont au-delà de Bac+2. Voilà, donc avec voilà, à peine 30% qui est niveau bac ou infra, pour le coup. Un rapport à situation par rapport à l'emploi, donc presque la moitié qui est en recherche d'emploi au moment d'être recruté. Un gros tiers qui est en emploi et puis aussi certains qui sont un peu en service civique, mais enfin le gros est en recherche d'emploi ou en emploi avec presque la moitié en recherche d'emploi. Donc là, d'un point de vue, on regarde dispositif qui permet l'insertion, on peut dire que ça remplit quand même, ça remplit un peu le taf. C'est une sélection, hein, je ne vous avais pas tout mis parce qu'il y aurait trop, comme je vous l'ai dit. On avait interrogé aussi les pratiques numériques, notamment pour avoir un peu une idée par rapport à ce qu'on peut appeler les médiateurs numériques, canal historique, c'est-à-dire ceux qui font de la médiation numérique depuis longtemps et qui sont demeurés en poste de médiation numérique. Parce que comme vous le savez, peut-être qu'il y a beaucoup d'animateurs multimédia qui ont un peu disparu du champ avec la fin des contrats, des financements et des politiques d'éducation numérique. Donc ceux qui sont demeurés, et il y en a peut-être qui regardent, avaient une culture un peu libriste souvent, avec des valeurs du numérique assez émancipateur. Et donc ça nous semblait intéressant de voir un peu avec ce dispositif-là, quel était le profil en termes de pratique. Donc, on n'a pas interrogé énormément de choses, mais au moins les ES utilisés. Bon, on voit qu'il voilà, y a assez peu de livres sous Ubuntu et qu'on est quand même beaucoup sur Windows et un petit peu sur Mac. Et en termes de pratique très usuelle, beaucoup d'Internet et un peu de réseaux sociaux, on pourrait dire pas tant. Vu les moyennes d'âge, on pourrait tellement être surpris de ce résultat. Et moins quand on est sur des pratiques un peu créatives, productives, ou qui vont du gaming à l'animation ou de la fabrication numérique, où là, on a un peu moins de pratique. Ça ressemble un peu, je trouve, c'est la pratique des gens qui sont connectés, mais pas plus, quoi. Moi, j'aurais à peu près les mêmes résultats et j'aurais même rien du tout en artiste, gaming et tout ça, en artistique. Donc, c'est des personnes connectées, mais pas nécessairement des profils de freaks, de gamers ou de geeks, comme on pouvait l'imaginer, et parfois le retrouver dans ceux qui le font depuis très longtemps. En termes d'expérience professionnelle, donc avant d'être CNFS, on voit que l'accueil du public ressort fort, et l'accompagnement des outils numériques aussi, quand même, sachant que c'est pour le coup, on a du mal à avoir une vision assez claire d'un point de vue statistique sur le nombre de personnes qui font fonction de médiation numérique, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement profilé sur des postes ou autres, dans lesquels il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de bibliothécaires, etc. etc. Mais on voit que
pour le coup, l'accompagnement au numérique, c'est presque la moitié de ceux qui ont répondu. Et que la dimension accueil des publics est prééminente, c'est première. Et on verra qu'elle se retrouve d'ailleurs dans les profils de recrutement qui ont été un peu adoptés par les structures recruteuses qui ont mis ça beaucoup en avant, la dimension relationnelle davantage que la dimension numérique de fait. Les formations, alors ça c'est sur la distribution des formats de formation, où on voit qu'il y a quand même pas mal, j'espère que vous voyez tout, mais les 2 tiers c'est sur des formations longues qui étaient classées en P3, P4. Pour le coup, en 350 et 420 heures. C'est caché par la vignette, alors j'espère que je ne dis pas de conneries, mais je crois que c'est 350 heures. Des retours sur les modes d'évaluation et sur le test de positionnement qui permettaient qui faisaient qu'on était distribué sur les formats de formation qui n'étaient pas très clairs et qui n'ont pas toujours été compris par les CNFS dans le questionnaire, assez clairement. Voilà, avec les cas habituels de personnes qui estiment avoir à peu près le même niveau, qui avaient le même résultat à PIX et qui se retrouvaient sur des formats différenciés. Et puis globalement, par rapport à ce qu'on a vu des expériences antérieures, euh, éventuellement un peu surprenant qu'il y ait autant de formations aussi longues de la part de personnes qui ont eu pour près de la moitié des expériences d'accompagnement au numérique. Donc ça, voilà, c'est un aspect qui ressortait assez fortement dans les questionnaires première vague. Une perception globale pas très positive de la formation. Ce n'est pas une surprise, je pense, pour les CNFS. Elle a été mise en place rapidement sur la base voilà, d'un référentiel. Et pour le coup, voilà, les questions relatives à la formation, globalement, sur la longueur, le contenu, etc., n'étaient pas extrêmement bons. Le chiffre que vous voyez, c'est donc la moyenne, sachant que c'était sur une base 100. On a proposé des réponses graduées qui permettent d'avoir une finesse d'analyse derrière un peu plus grande. Donc on est systématiquement là en dessous de la moyenne, sinon pour la longueur, et donc ça allait de pas long à trop long, enfin de trop court à trop long. Et puis des problèmes sur le contenu sur lesquels on va un peu revenir, euh, notamment sur, là je vous ai mis les dimensions, on interrogeait sur ce qui avait manqué dans la formation. Et du coup, j'ai fait apparaître ce qui avait reçu le plus de réponses maximales. C'est-à-dire il y avait le choix de répondre de 1 à 10 à un ensemble d'items, qui ne sont pas simplement ceux-là, mais vous avez des résultats complets et dans la synthèse et dans le rapport. Et sur la dimension administrative, les démarches administratives et les sites, on a 40% de l'échantillon qui répondent au maximum, c'est-à-dire 10. Donc signalant qu'il y avait vraiment là un manque, et d'ailleurs un retour de terrain assez identique, assez clairement identifié sur les dimensions administratives qui manquaient dans la formation et qui étaient assez souvent exigées en poste, compte tenu des demandes des publics. En termes d'arrivée sur poste, on a des résultats assez moyens, qui sont, voilà, qui sont moyens pour moitié, sur l'anticipation. Le dispositif a quand même été lancé assez tambour battant, notamment avec des structures qui étaient très différentiellement préparées à s'occuper et à avoir quelqu'un qui s'occupe d'un client numérique. On verra quand on regarde en termes de type de structure, on peut avoir des résultats qui sont un petit peu différents. Mais voilà, il y avait des postes qui étaient parfois pas complètement définis ou qui étaient susceptibles d'évolution, complètement définis 38% malgré tout. Mais voilà, c'est des choses qui bougeaient parce qu'il fallait aussi, ça s'est fait vite et il fallait aussi parfois inventer un petit peu ce qu'il y avait à faire, notamment parce qu'on le verra, il y avait souvent une multiplicité de lieux d'intervention. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'était sujet à une certaine incertitude de départ. Des difficultés sur la prise de poste par moins de la moitié qui est signalée et qui porte souvent là, sur la question de la définition des missions. Et puis un manque de matériel, quand même 40%, 448 personnes. Parce que là, c'est un peu la même chose qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il y a des endroits où ça s'est fait assez rapidement. Les contrats étaient parfois portés par une échelle qui était au-dessus par exemple, par une intercommunalité et les personnes intervenaient dans des communes et tout n'avait pas été préparé, en l'occurrence en termes de matériaux. Il y avait des ressources humaines avant, alors qu'avant, il y avait des difficultés à avoir des ressources humaines sur ces questions d'inclusion numérique parce que le besoin était généralement clairement repéré. En revanche, maintenant qu'il y avait des ressources humaines, en termes d'équipement, ce n'était pas toujours au top. On verra ce que ça donne voilà, un an après avec les résultats de la seconde vague. Il y a fort à parier qu'entre-temps, tout le monde a été équipé.
Chose très surprenante quant à nous, enfin quant à moi, mais les collègues aussi, sur le nombre de sites d'intervention des CNFS, où on voit qu'il y a les trois quarts qui interviennent sur plusieurs sites. Alors, il y en a une grosse partie de ces trois quarts qui intervient sur 2 à 5 sites, mais on arrive à des, quand même 13% qui est sur du 17-20, et globalement, il y a un gros 30 sur du 16 sites. Ce qui veut dire qu'il y a eu vraiment un mode. Les CNFS ont été pensés pour se déployer sur le territoire. Voilà, c'est clairement. Moi, j'avais une vision qui était en fait assez institution centrée. Enfin, je n'imaginais pas du tout qu'il puisse y avoir une telle multiplicité de lieux d'intervention. Ça veut dire que c'est voilà, c'est aussi un modèle de rapport au territoire qui a été déployé sans qu'il y ait une grande concertation entre les acteurs, à ma connaissance. Il était assez clair que c'était les CNFS devaient être en proximité, donc dans plusieurs lieux. On voit que c'est quand même trois quarts, c'est pas, c'est beaucoup plus que la majorité. Activité qui occupe le plus de temps, j'ai gardé celle qui occupe le plus de temps, ce qui ne veut pas dire la totalité des activités, vous verrez que ça se répartit éventuellement un peu différemment, avec donc l'accompagnement individuel en rendez-vous qui se passe en premier, devant des ateliers collectifs et l'accompagnement individuel tout venant. Ce que ça montre, c'est qu'on est beaucoup sur l'individuel. Il y a plus de modes d'accueil et d'accompagnement en individuel que de collectif, en activité qui occupe le plus de temps, ce qui n'est pas nécessairement complètement surprenant, et davantage d'accompagnement que de formation à proprement parler quand on fait un petit peu les sommes. On verra que les choses peuvent se distribuer différemment à partir des résultats du questionnaire de structure, selon qu'on ait une structure dite privée ou publique. Il n'y a pas les mêmes, voilà, les activités ne sont pas réparties de la même façon, chose qu'on n'avait pas vu dans le questionnaire CNFS, bien qu'ayant fait des croisements. Quel public reçu? Donc, sans grande surprise, je pense, pour ceux qui sont sur le terrain, ceux qui arrivent devant sont les personnes âgées. On n'a pas mis retraités, on aurait aussi pu, parce que pour le coup, c'est souvent ce qui est sur tous les terrains sur lesquels nous allons, que je vous présenterai après, c'est les personnes retraitées, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, des ateliers ou des manipulations, c'est les personnes retraitées qui sont très souvent devant des personnes isolées ou tout public, mais avec un écart quand même assez important entre voilà, les personnes âgées qui ont deux points de plus que ceux qui arrivent derrière, beaucoup plus que les autres, avec peu de public jeune qui arrive à être capté. Ça ressort aussi beaucoup des terrains, sauf à ce que les structures soient des centres sociaux, enfin des lieux où de fait il y a une fréquentation de ce public-là et qui peut être attrapé et recruté, en l'occurrence, par un ou une conseillère numérique qui est présent dans les lieux. On verra l'importance des lieux sur la définition des publics, le profilage des publics. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? D'abord pour l'accompagnement aux outils numériques. Intéressant à noter parce que autant il y avait un manque sur la dimension administrative, autant quand on questionne les conseillers sur pourquoi viennent les gens, ce n'est pas l'administratif qui revient en premier. Ce sera quelque chose à suivre parce que c'est très variable selon les lieux, en tout cas nous sur le terrain. On verra ce que ça donne sur cette deuxième vague. Il y a fort à parier que c'est aussi très différent selon les lieux. Le deuxième item n'est pas un type d'accompagnement, c'est une donnée psychosociale, c'est que les gens viennent pour être rassurés, chose qui revient aussi beaucoup et qu'on peut aussi lier au fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent. Pendant les observations, c'est des choses qu'on remarque très souvent. Il y a un besoin de réassurance qui peut signaler que les personnes viennent pour être accompagnées, même et alors qu'elles ont des pratiques numériques. La dimension de réassurance est par exemple extrêmement forte pour tout ce qui concerne l'administratif. Contrairement à une idée répandue, la majorité des personnes qui demandent à être accompagnées pour des démarches administratives ont des pratiques numériques. Ce ne sont pas des déconnectés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pratique, il n'y a pas de connexion. Il y a un besoin de réassurance qui est très fort quand il s'agit d'administration et aussi dans l'utilisation des outils numériques, en particulier pour les personnes âgées. Ça, on le voit, peut faire aussi une erreur et besoin d'être accompagné. Et ensuite, c'est la formation et l'accompagnement en démarche administrative arrive tout de suite. La dimension des échanges avec les acteurs, au moment où on y allait, donc je vous le rappelle, c'était il y a un an, voire un an et demi pour la première passe, il y avait peu d'échanges avec d'autres acteurs. On voit que c'est le vert qui très clairement sur les échanges avec d'autres acteurs de la médiation numérique, acteurs sociaux, administration ou agents France Service,
toutes les grandes barres vertes sont très, très largement au-dessus. Pour le coup, c'est beaucoup plus équilibré en ce qui concerne les autres CNFS, c'est-à-dire des échanges avec d'autres CNFS, notamment parce qu'il y a une proportion certaine de l'échantillon qui est dans une structure qui a plusieurs CNFS, je pense, ce qui nécessairement suppose qu'il y a d'autres échanges. Et aussi parce qu'on a pu voir sur le terrain que les formations avaient été l'occasion de créer quand même pas mal de liens et des groupes WhatsApp pour continuer à échanger, avec ou sans coordinateur territorial pour le coup. Très clairement, sur tous les temps où je suis allé, les CNFS qui ont suivi la formation ont un groupe WhatsApp. Donc, ils continuent d'échanger entre eux. Il y a aussi éventuellement par la plateforme COP. Donc voilà, essentiellement des échanges dans un entre-soi CNFS ou dans la communauté, très très peu avec les autres acteurs. En synthèse, rapidement, là, sur ce que disait cette première vague de questionnaires CNFS, formation pas adaptée aux conditions réelles d'exercice, mais en même temps, pas de difficulté pour répondre aux demandes des publics. Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas. Voilà, vous le trouverez dans les documents qui sont en ligne. Il n'y a pas de difficulté à répondre aux demandes des publics. Très, très peu. Le score est ridicule. Voilà, c'est 8 sur 10, pas de difficulté. Et quand de difficulté il y a, c'est généralement que c'est totalement hors du champ de la réponse. La complexité administrative n'entraîne pas de difficulté à répondre au public, quand bien même la formation a été jugée plutôt inadaptée aux conditions d'exercice. Une phase d'atterrissage au moment où on a fait l'enquête qui était quand même très axée pour définir et organiser son poste. Un déploiement sur le territoire qui sortait très clairement d'une logique de guichet, et qui était beaucoup en proximité, mais qui ne signifiait pas de l'aller vers au sens scientifique, on va dire, du terme, ou même de politique un peu publique d'aller vers. J'entends souvent que voilà, ça fait de l'aller vers. L'aller vers, historiquement, c'était aller vers les publics là où ils sont. Ça s'appelle l'outreach en anglais. Et c'était beaucoup des publics à la rue, des publics voilà, soit qui étaient à la rue parce qu'ils étaient dans des démarches de prostitution, soit des usages de drogue, soit pas de logement, et ça suppose que les institutions aillent directement là où les gens sont. Ce qu'on note, c'est que là, en l'occurrence, les structures ont envoyé dans des structures de proximité leurs CNFS. Il y a assez peu de CNFS qui vont à domicile. Il y en a un peu, mais assez peu. Et souvent, c'est un usage qui est assez compliqué parce que il faut arriver à limiter la demande. Parce qu'on voit bien que sur des territoires ruraux avec des personnes qui ont des difficultés de déplacement, sur l'un des terrains d'enquête qu'on a, l'information de la possibilité d'aller directement chez les gens était donnée vraiment au compte-gouttes, parce qu'autrement, ça aurait supposé, il n'y aurait pas été possible de répondre à la demande. Les territoires ruraux avec une population vieillissante, ça saturerait complètement les demandes. Et puis, il y a une mise en réseau avec les acteurs locaux initialement comme assez limitée, peu d'orientation en amont. Les publics viennent surtout parce qu'ils connaissaient le lieu ou parce qu'ils en ont entendu parler, mais à très peu au moment où on a fait l'enquête, parce qu'ils avaient été orientés vers d'autres acteurs. Et peu d'orientation en aval. Les CNFS répondent peu orientés en aval vers d'autres acteurs. Ça veut dire qu'ils répondent aussi aux questions et aux demandes qui leur sont posées. Et assez peu d'échanges avec d'autres acteurs. Quelques gouttes d'eau. Des premiers retours sur la première vague de l'enquête à direction des structures qu'on a passé beaucoup plus tardivement, parce que ça s'est décalé dans le temps. On a passé en mars-avril. Il y a eu plus de 1200 réponses brutes, mais après consolidation, nettoyage par Jordi Stéphane, on est arrivé à 784 questionnaires traitables, qui représentent un peu plus du quart des structures du dispositif NFS. C'est donc un échantillon du quart des structures voilà, de CNFS. Je le répète, histoire qu'il n'y ait pas de. C'est toujours délicat avec les questions statistiques. C'est un échantillon qui est assez logique, mais ça ne représente pas la totalité des structures du tout. Si biais il y a, on a à ce stade pas beaucoup de possibilités de vérifier, mais on va les contrôler. On contrôle en interne notre échantillon, mais les 75% de structures qui n'ont pas répondu pourraient faire varier les chiffres grandement. Donc c'est à prendre pour ce que c'est dans ce cadre précis-là. Une distribution pour moitié absolue, donc il n'y a pas eu d'erreur. C'est vraiment 50-50 entre structures privées et publiques.
Structure privée, c'est assez difficile et on ne l'a pas questionné de savoir ce qu'il y a dedans parce que ça mêle des associations, peut être une association locale seule, une association qui fait partie d'une fédération d'associations, ça peut être les Emmaüs Connect, les PIMS, les points d'information médiation multiservices sont voilà, dans le privé, c'est un réseau national qui en plus est France Service. Mais ça peut être aussi des organismes parapublics de droit privé, pour le coup. Des missions d'insertion rattachées à une métropole peuvent être de droit privé et du coup rentrent dans les SA privés. Donc voilà, sur ça, il y a un relatif flou et sans doute une possible hétérogénéité pour le coup au sein de l'association. Ce qui est de l'ordre du public, on a les données sur le niveau de collectivité représentée. Et on a une légère surreprésentation des structures recruteuses, le SA est resté privé, parce qu'on a, d'après les chiffres nationaux, on a 46% de structures recruteuses privées, or on a 50% dans notre échantillon. J'ai rapporté quelques éléments qui venaient discuter un peu avec les résultats du questionnaire adressé au CNFS. Et qui, surtout, parce que les résultats de ce questionnaire aux structures montrent qu'il y a des différences significatives entre les structures privées et publiques sur, j'ai plus le chiffre en tête, mais sur plus de la moitié des questions, il y a une différence significative d'un point de vue statistique, toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est des résultats forts. C'est le premier croisement qu'on a fait. C'est pour ça que c'est des premiers résultats. On va faire d'autres croisements sur cet échantillon. Mais d'ores et déjà, ça montre qu'il y a une différence forte entre les deux. Ce qui fait que quand on regarde, on questionnait si les structures intervenaient sur la thématique, on était volontairement assez large de l'inclusion numérique. D'ores et déjà, plus de la moitié intervenait déjà. Et on voit qu'il y a un écart de plus de 20 points entre les privés et les publics, chose qui est intéressante, qui était déjà dessus, et qu'on retrouve au niveau de l'emploi de médiateurs numériques, avec un peu moins de la moitié du côté des structures publiques qui ont répondu, mais près de 60% des structures privées. Et ça, c'est des chiffres qui sont assez différents de ceux qu'on avait dans le questionnaire CNFS, où il y avait 83% des CNFS qui répondaient qu'il n'y avait pas eu de poste de médiateur numérique avant eux. Vous avez fait dire, et ce qui doit être dans la synthèse, qu'il y avait 83% des créations de postes. Les retours du questionnaire structure apportent des résultats un peu différents. Parce que pour le coup, ils employaient les structures qui ont répondu, sur cet échantillon qui représente 25% du total des structures, avaient majoritairement, pour le coup, un médiateur numérique, alors majoritairement pour le privé et pas exactement pour le public, des médiateurs numériques avant. Ce qui veut dire que l'effet d'opportunité du dispositif, on verra qu'il y a eu des modes d'appropriation différents du dispositif par les structures. Là, c'était des structures qui étaient déjà engagées, qui avaient déjà le médiateur numérique et pour lesquelles le dispositif a pu être une opportunité de financer des postes de médiation numérique qui existaient déjà avant, en particulier pour le coup dans le privé. Une répartition entre un seul et plusieurs CNFS, où on est sur du coup 3/4 des structures qui avaient un seul CNFS et un quart, donc il y en avait plusieurs. Et là, avec aussi un écart conséquent de plus de 10 points entre les structures privées qui sont plus nombreuses à n'en avoir qu'un seul, et des structures publiques qui sont logiquement plus nombreuses à en avoir plusieurs, près de 30% des structures publiques. Ça correspond très clairement à ce qu'on a pu voir sur le territoire, avec souvent des métropoles, voire des EPCI, des communes aussi d'ailleurs, mais un petit peu moins, ça dépend un peu de la taille de la commune, qui avait plusieurs CNFS, parfois 20 pour des départements ou des grosses métropoles. La principale offre d'intervention, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça c'est la même question qu'on a adressée aux structures. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est surtout les différences entre public et privé. Plus d'accueil sur rendez-vous dans les structures publiques, la moitié, qui sont comme principale offre d'intervention l'accueil sur rendez-vous. Quand même 37% pour les structures privées, qui, elles, ont plus d'ateliers collectifs, alors que l'accueil tout venant est à peu près égal entre les deux. Et puis sur les formations, mais ça représente moins, il y a aussi plus de formations dans les structures privées que dans les structures publiques. Ça profile ça quand même, comme je le disais initialement,
des modes d'intervention différenciés selon que les CNFS sont embauchés et interviennent dans des associations, ou dans des collectivités. On avait posé aussi une question sur l'envie de monter en compétences numériques des publics à la suite d'autres. Et là aussi, ce qui me paraissait intéressant, c'était les écarts, parce qu'on voit que pour chaque résultat, il y a une différence significative sur tous les items qu'on a proposés. Ce que je trouve le plus intéressant là, moi, c'est pas tant le fait que ce soit encore les personnes retraitées qui, globalement, soient celles dont les responsables de structures, à vos souhaits, ont le plus envie, enfin, jugent qu'elles ont le plus envie de monter en compétences numériques, chose qui est totalement confirmée, pour le coup, par les enquêtes de terrain. Dans le cadre de cette recherche, mais aussi dans d'autres recherches qu'on fait avec le Lab Accès sur la médiation numérique, c'est les publics qui se déplacent pour des ateliers pour apprendre ou autres sont des personnes à la retraite de manière très majoritaire, et notamment, comme il est souvent signalé par les acteurs, parce qu'éventuellement elles ont le temps et que les ateliers ont lieu pendant les heures de bureau, ce qui rend de fait assez difficile pour des personnes actives de s'y rendre. Mais ce n'est pas le point le plus intéressant selon moi, c'est la différence qu'il y a, c'est-à-dire le fait que on voit qu'il y a les différences entre le privé et le public montrent plutôt la population qui fréquente les lieux, plutôt que la montée en compétences numériques en tant que telle. C'est-à-dire que les structures privées voient davantage de personnes en recherche d'emploi, les structures publiques davantage de personnes retraitées, les privés voient davantage d'actifs et davantage de personnes en situation de précarité. Je pense que ça, c'est un bon indicateur du type de public qui est reçu, en l'occurrence, par les structures, selon qu'elles sont privées ou publiques. Et c'est à travers ces publics qui sont différenciés qu'on note une envie de monter en compétence un petit peu différente. On passe maintenant un peu au qualitatif. 15 secondes, c'est vrai, je suis dans le temps. Alors là, on change d'échelle, c'est le cas de le dire. On avait cinq territoires qui étaient donc ça, qui ne sont pas notre terrain. C'était les territoires qu'on a choisis selon des critères extrêmement complexes avec la NCT, qui ne visaient pas la représentativité de l'ensemble des territoires. Vous imaginez bien que ce n'est pas possible avec 5, mais plutôt à avoir une certaine variété au regard des critères qu'on avait choisis, du urbain très dense, du plutôt rural, des territoires plutôt avancés sur les questions d'inclusion numérique versus des territoires qui, jusqu'à présent, n'avaient pas fait grand-chose. Voilà, ça, c'était les territoires, les échelles. Et au sein de ces échelles départementales, on a sélectionné des terrains, parce qu'à l'échelle d'un département, compte tenu du temps qu'on avait, on ne pouvait pas faire l'intégralité des 80 ou 90 CNFS d'un département, par exemple. Et on a sélectionné donc des terrains, ce qui fait qu'on est allé dans 25 structures et qu'on a rencontré 24 CNFS. Une première fois donc en mars-juillet de l'an dernier, et la deuxième vague est entamée là, et on a commencé à faire les deuxièmes vagues d'entretien avec les collègues Alice Valiergue et Florian Pedro, avec qui on fait l'enquête qualitative. Ce qu'on note, donc ça, voilà, vous avez la synthèse du Quali qui est disponible. Je vais au point qui était très saillant dans cette première phase. Sur nos territoires, ce qu'on a appelé l'émergence de coordinateurs, c'est-à-dire qu'on voit sur 3 des 5 territoires qu'on allait enquêter, des coordinateurs, en l'occurrence, de la réponse à l'AMI, qui sortent, qui peuvent être un peu différents, qui appartenaient à des niveaux de collectivité différents d'ailleurs sur les 3 territoires, où on avait une préfecture, un département et une métropole, avec sur l'un des territoires une délégation de la coordination à des EPCI faite par la préfecture. Donc c'était intéressant de voir que les niveaux de coordination pouvaient être différents en termes de collectivité. Et qui génère de la coordination, notamment pour savoir comment répartir les CNFS sur le territoire, ce qu'on a appelé les clés de répartition, ce que les acteurs eux-mêmes d'ailleurs appelaient les clés de répartition. Et tout ce travail en amont de savoir, il faut qu'on postule pour répondre à l'AMI, où est-ce que c'est le plus pertinent, quelles données on a disponibles, où on va chercher pour savoir où mettre des CNFS, arriver à embarquer les communes et puis des acteurs du territoire pour qu'ils puissent accueillir des CNFS, et le profil de recrutement en semaine, etc. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle des séquences d'intéressement multiples, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui prennent sur eux
d'enrôler ou d'intéresser d'autres acteurs pour répondre à l'AMI. Et ça, on note qu'il y a vraiment il y a eu beaucoup de réunions sur ces territoires-là, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, de nombreuses choses. Et ça, c'est clairement un effet, pour le coup, de l'appel à manifestation d'intérêt et du fait qu'il y ait de la coordination. Sur d'autres territoires où il n'y a pas ces coordinateurs, les réponses se font structure par structure, sans qu'il y ait eu un travail préalable pour savoir nécessairement comment les répartir sur le territoire. En termes de modalité d'appropriation du dispositif, on en a identifié trois. Alors, au regard voilà, des différents acteurs qu'on a vus, le premier mode, c'est pour déployer et passer à l'échelle de la part d'acteurs qui étaient déjà engagés dans des stratégies d'inclusion numérique, qui de fait avaient déjà des médiateurs, médiatrices numériques éventuellement, et qui ont utilisé l'appel à manifestation d'intérêt là pour changer d'échelle, se donner des ressources humaines en plus, déployer de manière plus large et plus appuyée, en ayant l'opportunité de le faire par un financement de l'État. La deuxième modalité d'appropriation, c'est plutôt dans une version un peu de test et d'expérimentation de la part territoire qui, au moins pour la moitié d'entre eux, ils ne seraient pas nécessairement allés s'il n'y avait pas eu l'appel à manifestation d'intérêt et qui allaient vraiment pour voir, alors, et pour tester qu'est-ce que ça donne, avec l'attente un peu que les CNFS fassent la preuve de leur caractère indispensable, chose qui revenait beaucoup dans les entretiens. Et puis aussi de manière un peu expérimentale, parfois avec vraiment des méthodes expérimentales, en termes de lieux d'implantation des CNFS, en se laissant le choix d'expérimenter les lieux où ça serait intéressant d'être et de revenir en arrière si on se rendait compte que ça ne marchait pas. Et la troisième modalité, c'est plus un dispositif d'opportunité de la part de structures qui avaient déjà des médiateurs numériques, qui voyaient là une opportunité de financement, donc un effet d'aubaine, on appelle ça, avec le dispositif. Et à l'inverse, de la part d'acteurs qui n'y seraient clairement pas allés autrement et qu'on dit, voilà, il y a un financement d'État, on va aller voir, et qui nous disaient, s'il n'y avait pas eu ça, on n'y serait pas allé du tout, on n'aurait même pas pensé à tester. Un focus sur la phase de recrutement, je ne reviendrai pas sur la formation parce que les résultats sont sensiblement les mêmes pour le coup que ce qu'on a vu déjà précédemment. Selon les territoires et les structures, ça a été plus ou moins simple pour le coup de recruter, selon les lieux aussi. C'est-à-dire que dans les zones très denses, il y avait beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de personnes qui candidataient ou autres. Dans certains bassins d'emploi, c'était beaucoup plus difficile. Assez peu de personnes qui candidatent, donc pas simple du tout de recruter. La plateforme n'a pas été très aidante dans sa formule initiale. Le manque de CV a souvent été rapporté comme étant assez contraignant finalement, enfin, laissant un petit peu dans le flou. Et ensuite, une assez forte inégalité selon l'état des services ressources humaines, notamment des collectivités, avec parfois des collectivités qui n'avaient pas du tout de service RH qui étaient en connaissance de cause sur ce type de profil et autres, et des responsables de services de DSI qui se retrouvaient à devoir faire un peu des auditions et à trier, et qui n'avaient pas prévu ça initialement. Ce qui ressort aussi très fort, et ça c'est quasi systématique sur tous les terrains, c'est que c'est les qualités relationnelles qui ont été mises en avant. La formule du savoir-être plutôt que du savoir-faire, elle est revenue très très souvent, avec l'idée que la composante technique serait acquise grâce à la formation de toute façon, et qu'il était beaucoup plus simple de travailler sur le technique et de l'acquérir que sur le savoir-être avec les personnes, très clairement. Avec à certains endroits et sur un territoire en particulier, je l'ai conservé parce que je trouvais ça intéressant par rapport à la question des départs et des démissions de poste qu'on verra après. Une ligne de crête parfois entre des candidats qui avaient déjà une expérience professionnelle, un certain âge et qui arrivaient à remplir toutes les demandes des postes qui étaient parfois très exigeantes, supposant une grande polyvalence, d'avoir une assez grande capacité d'initiative pour prendre contact. La dimension territoriale est très forte en fait. Sur les postes de CNFS, très souvent, il faut faire du lien avec les acteurs, il faut comprendre le fonctionnement de l'action publique locale, etc. Pour des personnes jeunes pour lesquelles c'était le premier emploi, c'était extrêmement compliqué. Du coup, les candidats qui étaient un peu capés, compte tenu du niveau de rémunération, il était difficile de les conserver. Et ils ont été parfois, sur certains territoires, nombreux à partir assez rapidement pour un emploi plus attrayant financièrement. Et à l'inverse, des candidats donc moins expérimentés
qui avait plus de difficultés pour le coup pour remplir tout ce qui était attendu dans le poste, mais qui était moins regardant en termes de conditions de rémunération, notamment parce que c'était parfois des premiers postes. Ligne de crête, voilà, assez difficile à trouver et qui demeure, je pense, sur pas mal de territoires. Ce n'est pas général forcément, mais il y a des endroits où la question se pose très clairement, avec des personnes qui sont montées en compétences pour le coup, parce qu'elles sont restées au niveau du renouvellement, et où par rapport, la question se pose notamment par rapport aux conditions de rémunération qui demeurent avec le renouvellement. Là, j'avais mis, voilà, sur la première phase d'enquête qualitative, on a beaucoup décrit les terrains et les territoires parce que c'était notre entrée. Ce que je vous ai dit, l'hypothèse, c'était de voir ce que ça produisait sur les terrains. Donc, il y a une grande partie du rapport qui était, c'est pour ça qu'on ne l'a pas publié intégralement. Ça n'avait pas grand intérêt de le publiciser. C'était fait une description assez précise de tous les acteurs qui étaient présents. Et on a quand même rencontré des CNFS, mais ce n'est pas ce qu'on a le plus exploité. Ce qu'on en avait tiré et qui apparaît aussi dans la synthèse, c'était un sentiment et quelque chose qui revenait très fort, nous, sur les terrains qu'on a eus. Donc là, j'ai mis pour montrer que voilà, ça revenait beaucoup. Alors voilà, nos terrains ne sont pas représentatifs nécessairement mécaniquement, ils ne sont pas représentatifs de la totalité des terrains. C'est revenu sur beaucoup de terrains. Et il y a certains territoires, pour le coup, où il y a beaucoup de conseillers qui sont. On a 2 terrains en particulier où la moitié des CNFS sont partis. D'un côté sur 4 et de l'autre côté sur 8, avec même un territoire où ils se sont retrouvés plus qu'à 3 très rapidement et où il n'y aura pas de renouvellement. Donc, on s'est rendu compte que ça revenait souvent le côté, pour ce que c'est compliqué. Le payer au SMIC, c'est quand même assez peu, tout en ayant utilité sociale, parce que la plupart du temps, ce n'est pas, le travail en tant que tel qui pose souci, dans lequel beaucoup de gens se retrouvent, moins pour la dimension numérique, c'est quand même souvent la dimension sociale qui plaît, le sentiment d'être utile, de pouvoir apporter de l'aide aux gens, notamment de la part de personnes qui étaient dans des services commerciaux avant et qui sont bien plus à l'aise aujourd'hui dans ces postes-là, mais qui se posent des questions au regard de la multitude, de la très grande polyvalence qui est exigée par ces postes face au niveau de rémunération. Ensuite, il y a la réalité alors il y a la réalité du marché de l'emploi et la réalité des bassins d'emploi. Très clairement, quand on est dans des zones très denses, il n'y a pas les mêmes opportunités de trouver d'autres emplois. Et dans les raisons de rester, on verra un peu ce qui revient du questionnaire. Parfois, très clairement, il y en a qui disaient, de toute façon, si je veux rester ici en milieu rural, si je quitte mon poste de CNFS, je partirai d'ici. Donc, c'est aussi un moyen de rester sur place quand on est en milieu rural et qu'il n'y a pas énormément d'opportunités. Les conclusions qui étaient celles voilà, à l'issue de la première vague d'enquête. Alors, un dispositif qui reconduit les ambiguïtés propres à ce champ de pratique, pour la médiation numérique, parce que historiquement, c'est Amélie Thuret que je mets entre parenthèses là, très clairement documenté dans sa thèse qu'elle a soutenue en 2018. C'est un champ de pratique historiquement très peu institutionnalisé, instable, avec des effets d'accrochage ministériel très variés, beaucoup d'enchaînements de contrats aidés, toujours une difficulté permanente pendant plus de 15 ans d'avoir des formations adaptées selon les demandes qui étaient faites par les pouvoirs publics très changeantes. Pas de diplôme, voilà, pas de diplomation claire avec une filière professionnelle, pas de code ROM. C'est encore des choses qui sont d'actualité. Apparemment, c'est travaillé avec le ministère du Travail, mais ça, je laisserai la NCT en parler. Des déséquilibres entre les compétences attendues et le niveau de rémunération, c'est des choses qu'on trouve voilà, en 2005, en 2010, en 2015, à propos de ces gens qui font de la médiation numérique. Avant, ça s'appelait multimédia et ça pouvait être très varié. Au regard, à l'issue de la première vague, à l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait de renouvellement. Hein. En mai 2022, il n'y avait pas eu d'annonce de ça. On voyait qu'on était encore dans cette même précarité parce qu'on ne savait pas si le statut allait revenir. Et puis, on retrouvait ce déséquilibre entre des attentes et des exigences de polyvalence et un niveau de rémunération qui n'était quand même pas très élevé et qui correspond de fait à une très faible rémunération de tous ceux qui font du front office en France. Voilà, les fonctions d'accueil sont très mal rémunérées, que ce soit là ou ailleurs. On a vu aussi que c'était un dispositif qui, par l'AMI, avait généré beaucoup de mises en mouvement sur les territoires, très clairement, pour le coup. Et la question qu'on se posait à l'époque, c'était qu'est-ce qui va se passer au-delà une fois réponse à la manifestation d'intérêt a été faite, les CNFS sont recrutés, ils commencent à travailler. Est-ce que ça va se pérenniser dans le temps? Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder maintenant au moment de notre deuxième vague.
Un, est-ce que ça pérennise des stratégies au local? Et deux, est-ce que ça permet de mieux connaître, mieux reconnaître le rôle et le statut des CNFS en clarifiant éventuellement? Et puis, la question qui est venue un peu entre-temps et qu'à l'époque, je ne posais pas, parce qu'on ne savait pas, c'était comment se passerait le renouvellement. Euh, on débute sur le Cali, mais je voulais apporter les quelques éléments qu'on a et qui viennent un peu discuter avec ce qu'on avait vu l'an dernier, parce qu'il est apparu de manière assez surprenante pour le coup. En tout cas, moi, j'étais assez surpris que sur 2 des 3 territoires où il y avait des acteurs coordinateurs qu'on avait vu émerger, eh ben, ils ont disparu. De manière étonnante, un acteur qui avait, à l'échelle départementale, qui avait assumé à la demande des intercommunalités de porter tout ça, département qui était très engagé sur ces questions-là et qui s'est retiré du dispositif. Ce qui ne veut pas dire que les postes de CNFS vont disparaître, mais pour le coup, la fonction de coordination, c'est plus le coordinateur initial qui l'assure, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas une autre coordination. Mais en tout cas, le coordinateur premier, qui avait été vraiment un peu appelé à désigné par les acteurs locaux, est sorti du dispositif. Et sur un autre territoire aussi, où il y avait une coordination de toutes les communes d'une EPCI, avec 8, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, 8 CNFS en plus qui étaient engagés, qui avaient été recrutés à l'échelle intercommunale et un poste de coordination. La coordination s'est arrêtée parce qu'il y a eu des problèmes en interne sur la personne qui portait et la moitié des CNFS sont partis et il n'y aura pas de renouvellement. Sur le troisième territoire, en revanche, où il y avait une agence de coordination, là, il y a une réelle appropriation du dispositif. C'est le territoire à l'échelle métropolitaine, doté de moyens, un portage politique fort. Il y a eu une CDIsation de tous les CNFS, ce qui est assez rare pour les structures publiques, en l'occurrence. Et là, on voit bien que c'est plus que de la coordination maintenant, on passe dans du pilotage d'une stratégie numérique à l'échelle du territoire, avec la volonté d'homogénéiser ce que font les CNFS, qui étaient beaucoup dans l'accompagnement aux démarches administratives, parce que beaucoup dans des communes avec beaucoup de QPV. Et là, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas simplement qu'il y a une stratégie territoriale, c'est qu'il y a il y a la définition d'une stratégie réellement où les CNFS viennent servir, en l'occurrence, une politique d'inclusion numérique qui est davantage orientée vers les apprentissages numériques. Et sinon, il y a un territoire qui était très peu engagé au départ, il se passait assez peu de choses, mais où l'appel à manifestation d'intérêt avait généré beaucoup de mise en lien des acteurs, et notamment le département qui a commencé à se mettre en position de un petit peu de coordination. Un an après, il ne s'est pas passé grand-chose. Les institutions et les collectivités ne sont pas toutes en bonne santé, on va dire. Il y a pas mal de problèmes voilà, beaucoup de gens en arrêt maladie. On l'a vu beaucoup, beaucoup de problèmes de burn-out. Ce n'est pas du tout lié au dispositif SNFSA, c'est que c'est aussi la réalité des institutions et des organisations publiques en France où, voilà, où parfois elles ne sont pas en très bonne santé. J'ai rapporté un peu parce que ça me semblait, dans un contexte de renouvellement, mais des choses qui méritaient d'être portées un peu à l'attention, qui sont qu'une partie des résultats au questionnaire structure, et je le répète, à 25% des structures seulement qui ont répondu. Mais dans les structures qui ont répondu, il y en a 25% qui font état de démission et de départ. Alors du coup, après échange avec la NCT, moi je ne sais pas si on le voit, les calculs qui ont été faits par la NCT sur l'ensemble des contrats, puisqu'il y a des contrats qui sont portés par des territoires, donc il y a moyen de suivre ça, ils font plutôt état de 12% de démission de départ. Donc voilà, il faudra voir, effectivement, ça vaut le coup de regarder un peu les chiffres. Très clairement, ça ne veut pas dire que c'est 25%, c'est sans doute beaucoup plutôt 12%, ce qui veut dire 450 personnes, ce qui est peu en termes statistiques sur des territoires et peut être beaucoup. Ça déstabilise quand même pas mal les territoires quand les CNFS partent. Le fait qu'il y ait des démissions au départ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre CNFS qui a été recruté. Mais moi, je l'ai vu sur des terrains où ils ont eu parfois 3 CNFS de suite sur un seul poste avant le renouvellement. Extrêmement compliqué de mettre en place quelque chose au niveau territorial avec des gens qui tournent autant. Donc le turnover, indépendamment de la question du poste ou pas, c'est des choses qui rendent compliqué le développement d'une stratégie ou des modes d'intervention locales. Dans les motifs qui sont donnés des démissions au départ, c'est notre employeur à 40% et l'indédacation pour le poste.
à 35%. Et ça, manifestement, ça correspond à ce qui a été identifié par la NCT sur les chiffres nationaux. Et puis aussi parce que ça m'avait été signalé par un retour de questionnaire qui était testé pour les structures, 20% de vacances de poste au moment où où le questionnaire est rempli. Ce qui est aussi voilà, important, ce qui veut dire qu'il y a aussi des discontinuités parfois. Il faut penser que quand il y a des permanences qui sont posées toutes les semaines, le fait que les personnes pendant un moment, ça déstabilise quand même pas mal les réseaux localement et puis les publics qui sont un petit peu surpris. Le taux de renouvellement tel qu'annoncé, encore une fois, tel que répondu dans le questionnaire, là, ce que je trouve intéressant, c'est que alors, comme on l'a vu, il y a plus de. Alors, oui, totalement, pour un seul CNFS, il y a plus de privés que de publics, ce qui est normal puisqu'il y a plus de structures privées qu'un seul CNFS. Et l'intégralité, voilà, il y a un peu plus pour les publics que pour les privés. Et que dans ceux qui ne savent pas encore, enfin, les structures qui ne savent pas encore si elles pourront renouveler, il y a davantage de publics. Ça s'explique, comme vous en doutez, par le fait que les contrats dans le public étaient plus des contrats de 24 mois et que le moment du renouvellement n'est pas encore arrivé, contrairement aux structures privées qui étaient davantage sur des contrats de 18 mois. Ce qui fait qu'à date d'entrée égale, la question du renouvellement s'est posée plus tôt dans les structures privées. Donc là, il sera intéressant de voir voilà, ce qui sort in fine en termes de renouvellement, qui est pas ou pas. La question financière revient quand même beaucoup comme un blocage potentiel au renouvellement. Davantage dans le public dans ce que j'ai vu moi, parce que les pourcentages de financement sont moins élevés que pour les structures dites privées. En même temps, les structures dites privées ont a priori moins de ressources en propre pour ça. Donc, à voir. Et aussi sur les questions de pour combien de temps sont renouvelées, parce que ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Les structures publiques qui renouvellent pour des contrats de 36 mois, alors que les structures privées, c'est des. Ça veut dire qu'elles sont, pour le coup, là, il y a une véritable, il y a un effet de pérennisation de poste qui est clair. C'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'au bout de 3 ans, il n'y aura plus de financement, sauf si je dis des bêtises. Enfin, il n'est pas annoncé qu'il y aura un autre financement après. En tout cas, il est dégressif pour l'instant, mais on ne sait pas s'il y aura un autre financement après. Mais elles s'engagent dans une CDIsation. Ça doit sans doute être ça aussi dans notre échantillon, mis en regard du grand nombre de structures privées qui disaient avoir déjà eu un médiateur numérique avant. Donc, on peut penser qu'il y a eu effectivement, voilà, ça a été une aide, opportunité, effet de domaine éventuellement, mais euh, montrer aussi sa nécessité et du coup, fidélisation. Dans les structures publiques, beaucoup moins, parce que l'état des ressources des collectivités fait qu'elles ont du mal à s'engager sur des programmes aussi long terme. Elles restent dans des 36 mois, souvent du 3 fois 12 mois renouvelables dans celles que j'ai vues moi, de manière bien plus importante. Je crois que c'est tout. Merci à vous. 15h01. C'était super bon sur le timing. Du coup, on a même du temps pour échanger. D'habitude, je suis beaucoup trop bavard. Merci à vous. Bonjour, on ne vous entend pas. Ah merde, parce que tu es trop loin de. Et t'en as un là? Il ne marche pas. Du coup, il faut redire. Normalement, il va te. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux, très bien. Merci pour vos messages. Encore, on les prend en compte. Donc, je disais, avoir associé un certain nombre de questions. On l'a fait Le son n'a pas par l'air bon. écrit. Attends, excuse-moi, mais le son n'a pas l'air bon.
Pas de son, pas de mic. On n'a rien touché. Vous m'entendez, moi, pour le coup? Bizarre. Trop loin, Laetitia. Oui, 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 oui. Alors moi, vous m'entendez, mais pas Thomas. On va même pas les prolonger. Nickel. Non, c'est bien, ça fait des chorés, mais c'est un peu étonnant. C'est ce qui Parce qu'il est- Est-ce que vous m'entendez? Ouais, effectivement. Ok, merci. Donc je reprends du coup brièvement ce que je viens de dire. Je remercie donc Pierre pour sa présentation. Ouais. On a répondu du coup à la plupart des questions un peu au fil de l'eau dans le chat. N'hésitez pas du coup à continuer à en poser. Au-delà des questions qui défilent sur le chat et auxquelles on a déjà un peu répondu, on va prendre quelques questions aussi auxquelles on va répondre oralement. Ça permettra à Pierre de préciser certains éléments. Alors, j'ai noté du coup deux questions, notamment Pierre, qui ont été posées sur l'étude, sur l'enquête qualitative, du coup sur les entretiens avec l'échantillon des 5 territoires. Dans l'étude qualitative, tu as rencontré du coup des CNFS aussi sur le terrain. On me demande du coup combien de CNFS à peu près, avec combien de CNFS tu as pu t'entretenir sur le terrain sur ces 5 territoires. Alors, du coup, on en était 3, 24. Je l'ai mis dans la slide, on a rencontré 24 pays. Ok. Sachant que c'était pas. Oui, 24. On n'entend pas. Il marche pas, il peut être loin. Là, c'est le drame, on est trop loin du micro, là, ça devrait. Du coup, on en a rencontré 24, sachant que c'était pas la seule entrée. Voilà, toujours pas. Micro les directionnels, c'est celui-là ou pas? Je ne sais pas, c'est pourquoi on est parti d'un truc. C'est inaudible, c'est bon, ok. Ouais, il faut vraiment parler devant. Du coup, c'est vraiment le micro de l'ordi. On en a donc rencontré 24. Parce qu'on a rencontré aussi, c'est ce que je vous disais, on a une entrée territoriale. Oui, seulement. Si vous répondez tous en même temps, je n'arriverai pas à lire. Parce que pour le coup, on a des entrées territoriales et ce qui nous intéressait, c'était de voir aussi les autres acteurs, et c'est ce qui nous intéresse toujours d'ailleurs, des conseillers et conseillères autour pour voir les liens que ça générait, en quoi ça venait travailler l'inclusion numérique en l'occurrence sur le territoire, et sachant qu'on a un questionnaire quantitatif, en l'occurrence, à direction de l'ensemble des CNFS. Donc voilà, c'est à nous notre hypothèse territoriale, c'est pour ça que je l'ai bien précisé en amont. C'est pas une enquête qualitative sur le dispositif et le déploiement des CNFS, c'est pas sur les CNFS eux-mêmes exclusivement. Sachant qu'en plus, on en rencontre parfois dans d'autres recherches. Mais voilà. Ok, très clair. Il y avait une autre question sur l'étude qualitative aussi. Je parle devant le micro, je ne parle pas, mais... oui, une autre question sur l'étude qualitative. Tu parlais d'émergence de coordinateurs sur certains des 5 territoires. On avait une question pour préciser, savoir si tu pouvais préciser la manière dont tu avais été désigné ou pas ces coordinateurs dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, il y a des, c'est marrant. Il y a des autos. Il y a un endroit. Je vais prendre les trois différemment. Il y a un endroit où c'est la préfecture qui a pris vraiment le pilotage de la réponse à l'AMI, qui est même allé négocier un certain volume de CNFS juste au moment de la sortie, un peu après la sortie de l'AMI, et qui ensuite a désigné les intercommunalités, les EPCI, pour qu'ils coordonnent la réponse au niveau de leur territoire EPCI. Voilà, donc c'est la préfecture qui a désigné les EPCI comme coordinateurs. Sur un autre, c'est une métropole qui s'est autodésignée et qui était personne ne l'a empêché de le faire, en l'occurrence parce qu'elle avait beaucoup de moyens, qu'elle était déjà engagée dedans. Et sur l'autre, il y a un département qui a été, et je vous disais, c'est les EPCI qu'on demandait au département, parce qu'il avait une grande expérience de la médiation numérique, de s'occuper de coordonner tout ça. Voilà. Donc ça fait les 3 territoires sur des modes assez différents: autodésignation, demande et désignation.
Ok. Et j'avais noté aussi une question un peu plus globale qui revient en fait sur l'hypothèse un peu de recherche, c'est-à-dire sur la manière, enfin, ou en tout cas savoir si un petit peu le dispositif a permis d'embarquer un peu des structures, enfin des collectivités aussi sur des stratégies ou des politiques locales d'inclusion numérique. Et il y avait une question qui revenait un peu sur cette hypothèse-là, à savoir du coup si à travers ces résultats d'étape, parce qu'on le dit, on l'a dit aussi tout à l'heure, là, et comme le dit très justement Pierre aussi, c'est une étude donc, qui a un caractère longitudinal, donc la recherche, le programme de recherche est encore en cours. Et là, on vous présente des résultats d'étape de ce programme de recherche-là. Mais à ce stade, est-ce que, en revenant sur l'hypothèse de recherche un peu, est-ce qu'on peut essayer de donner des éléments autour de l'hypothèse de recherche sur, à travers à la fois il y a l'enquête quantitative, l'enquête qualitative aussi, sur finalement la part. C'est compliqué du coup donner un taux, mais en tout cas d'essayer de sentir un petit peu si effectivement sur des structures d'accueil, des collectivités notamment, je le disais, s'il y a eu un peu cet effet d'embarquement sur le monde un petit peu de l'inclusion numérique et de la médiation numérique aussi. Je crois que ça fait écho aussi à des résultats sentis des structures d'accueil. Ouais. Alors, comme dit, là, c'est difficile de faire pour l'instant, très clairement, parce qu'on a débuté la deuxième. On va voir ce qu'on a au retour des questionnaires que vous allez faire et qui vont être extrêmement nombreux, qui nous permettront de voir l'évolution entre la première vague et la deuxième vague de votre point de vue, vous, CNFS. Il y aura une deuxième vague de structure aussi à l'automne, pour le coup. Donc, c'est un peu tôt ce qu'on voit. Et, on verra. De toute façon, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est quasi impossible d'avoir un discours unique sur ce dispositif qui est assez hétérogène. Quand même, pour le coup, il y a des variétés de formes de compréhension de ce que c'était, d'intervention. Donc, on pourrait dire qu'il y a des groupes un petit peu, il y a des segments, mais les CNFS ne font pas tous la même chose, pour le coup, et ils ne peuvent pas faire la même chose parce que selon la structure dans laquelle ils sont et leur lieu d'implantation, qui est parfois au pluriel, c'est ce que je vous disais, il y a un effet de profilage des demandes et des interventions des CNFS qui se fait beaucoup par les populations qui sont autour des lieux d'implantation. Et ça, c'est quelque chose qui ressort de toutes les enquêtes, et aussi sur les lieux de médiation numérique, et aussi dans certains espaces France Service qu'on a vus en milieu urbain, pour le coup. Je pense que ça, c'est assez génial. On va voir ce que le renouvellement produit, parce qu'il va y avoir un effet il va y avoir un écrémage possible par le renouvellement. Ceux qui resteront, c'est déjà qui se projetteront dans 3 années supplémentaires, chose qu'on n'avait pas du tout en tête initialement quand on a commencé l'étude, du coup la recherche. Le renouvellement va déjà être une réponse à où est-ce qu'il se, en l'occurrence, où est-ce que ceux qui restent, de fait, ont au moins une stratégie, continuent d'avoir une stratégie. Il y a un moment de pérennisation, je ne sais pas si c'est une pérennisation, ce n'est pas une institutionnalisation encore en tant que telle, mais il y a un moment voilà, d'institutionnalisation transitoire encore. Ceux qui sont en CDIsation, on peut penser que c'est un peu plus, de poursuite de la stratégie. Et à mon avis, enfin, les questions qui se posent très clairement, il me semble, sur les territoires qui continuent au regard de nos territoires, nos terrains d'enquête, c'est la répartition qui se fait entre l'accompagnement aux démarches administratives et puis un accompagnement vers le numérique. Parce que c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup, en particulier en milieu urbain. Donc il faut rappeler qu'il y a moins il y a moins de France Service en milieu urbain. L'articulation souhaitée entre les France Service et entre les espaces France Service, donc les agents France Service et les CNFS, elle a beaucoup plus de chances de se réaliser en milieu rural qu'en milieu urbain où il y a peu d'espaces France Service, pour le coup. Alors, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais jusqu'à présent, il y en avait assez peu. Ce qui fait que dans des communes avec population précaire, beaucoup de besoins et du coup beaucoup de besoins administratifs, on sait qu'il y a une surexposition aux besoins administratifs, aux démarches administratives lorsqu'on est plus précaire, parce que si on est précaire, on a plus de droits sociaux. Si on a plus de droits sociaux, on a plus de démarches administratives à faire, en l'occurrence. Il y a pas mal de communes à certains endroits qui avaient des CNFS qui trouvaient qu'il y avait trop de démarches administratives et qui ont envie de réorienter vers davantage d'apprentissage numérique. Donc la question se pose souvent à cet endroit-là. Voilà, quel CNFS on veut finalement. C'est-à-dire qu'il aura fallu un an et demi ou 2 ans pour ces territoires-là, en l'occurrence, pour qu'ils se disent voilà, on veut que nos CNFS servent à ça.
Est-ce que ça marchera après ou pas? Dans quelle proportion? Il est extrêmement difficile, mais ça, je suppose que les CNFS qui sont là le savent, c'est difficile de dire non à quelqu'un qui vient avec une demande d'urgence, qui est dans un besoin social, de lui dire non, ce n'est pas mon cadre d'intervention. Donc, certains se tiennent à ce cadre d'intervention, à dire je ne fais que du premier niveau, là c'est une réponse qui est trop administrative, j'y vais pas. D'autres le font un petit peu, et puis d'autres ont du mal à le faire parce qu'ils savent que s'ils ne répondent pas à la personne, il y a de forts risques pour que la démarche n'aboutisse pas et ça peut avoir des incidences très fortes socialement. Donc, je pense qu'il y a une vraie question là de savoir l'équilibre et le périmètre dans le type d'intervention qu'on va donner. Et du coup, ça vient aussi donner une coloration forte à la conception de l'inclusion numérique qu'on a au niveau local. Alors, ou au niveau territorial, s'il y a de la coordination, d'une stratégie, etc., ce qui peut arriver, il y a des territoires qui se sont structurés très clairement. Je ne les nommerai pas, mais ils vont se reconnaître, voilà, où il y a de la coordination qui est pensée, où les articulations entre la réponse administrative et autres, elle est faite, notamment parce que même si c'est des territoires urbains et qu'il n'y a pas de France Service, il y a d'autres acteurs qui sont repérés, ça peut être des Emmaüs Connect, ça peut être d'autres, qui peuvent faire de l'accompagnement administratif. Qui plus est, dans les centres urbains, il y a quand même plus souvent les institutions, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aller à des guichets administratifs, ce qui n'est clairement plus le cas en milieu rural, quand bien même certaines institutions restent très fermées. Il y a quand même pas mal de problèmes avec les préfectures, ça ressort quand même très souvent, c'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs de l'accompagnement administratif qui arrivent à traiter les problèmes relatifs aux préfectures, en fait. Même quand on est à France Service, c'est pas simple, sur des questions de séjour ou autres, et ça, il y a des CNFS qui sont percutés. Du coup, les situations ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, il est difficile de les concevoir sur le même plan quand on est en milieu urbain et en milieu rural. C'était de la tourisme, hein, c'était attendu. Mais très clairement, les acteurs ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes et les possibilités de réponse non plus. Ok, très clair. Moi, de mon côté, du coup, Julia, j'ai fait le tour. On va peut-être, il nous reste peut-être une petite, 10 minutes à peu près, 5-10 minutes. On peut peut-être conclure. Ouais. Allez, hop. Chaise musicale. Et le questionnaire a été transmis à tous les CNFS et les structures. Enfin, normalement, hein. C'est pas nous qui avons la place de l'année. Du coup, on continue le balai. Peut-être en conclusion, et pour être tout à fait transparent, l'objectif de ce webinaire de restitution, c'est de faire la restitution des travaux de recherche. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qui portent sur la manière dont on s'en sert, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les prochaines perspectives, qu'est-ce qu'on en retire comme conclusion. Peut-être qu'on tenait quand même à dire, parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce temps-là, c'est quand même en conclusion que ces travaux ils nous enrichissent. On sort d'une grosse période de concertation avec le Conseil national de la refondation. Je pense que plusieurs d'entre vous ont contribué en ligne ou ont participé à un certain nombre de concertations locales. C'est aussi des éléments qui sont venus nous alimenter. Ce travail de recherche, sans divulguer une grosse surprise, mais on l'avait aussi un petit peu avant cette restitution, et donc c'est venu alimenter notre réflexion. Et donc dans les pistes de travail qui se dessinent à très court terme, puisque du coup la sortie de ce Conseil national de la refondation, c'est une feuille de route France Numérique Ensemble sur la période 2023-2027. On souhaite la plus activable possible, qui n'est pas figée dans le temps, mais qui doit permettre d'enclencher un certain nombre d'actions qui répondent à des problématiques. Parmi ces problématiques ou des ambitions d'ailleurs. Parmi celles-là, on a balayé par exemple la question de la formation professionnelle et de l'adaptation de la formation professionnelle ou la structuration d'une filière. Donc, c'est des travaux qu'on a commencé à initier. C'était souligné par Pierre. On a lancé un travail avec le ministère du Travail, également avec l'OPCO Uniformation sur un EDEC, donc la cartographie des métiers, des emplois, des compétences, l'adaptation éventuelle des référentiels de métiers. Et puis, on vient renforcer aussi une demande qui a été souvent exprimée et qui est aussi confirmée par ces travaux de recherche d'adaptation des formations, par le truchement notamment d'une formation continue qui serait renforcée, développée et en permettant à chaque conseiller numérique, entre guillemets, de venir monter en compétence sur une brique particulière parce que ça correspond à ces situations professionnelles vécues. Et donc, c'est quelque chose qui devrait sortir dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà, peut-être pour un premier élément sur la manière dont on se saisit de ces travaux pour améliorer, itinérer et on espère le plus longtemps possible aussi notre pilotage national. On pilote simplement une politique publique qui se déploie et c'est peut-être aussi l'autre pendant, c'est qu'un de nos objectifs, et c'est le premier engagement de
la feuille de route à venir, c'est de renforcer la territorialisation. Encore une fois, on l'a dit, l'hypothèse de départ qu'on a faite, c'est qu'au-delà du déploiement des 4000 conseillers numériques, on avait cette ambition d'inscrire à l'échelle territoriale, de mobiliser, de consolider des écosystèmes de médiation numérique. Et c'est quelque chose qu'on souhaite là aussi encore renforcer en permettant aux acteurs territoriaux de se constituer au sein de gouvernance et de venir vraiment aux côtés de l'État et notamment de l'État local, renforcer ces stratégies de médiation numérique, donner la juste place à chacun et renforcer également les moyens de coordination des conseillers numériques, mais aussi peut-être plus largement des médiateurs numériques, des aidants numériques, de tous ceux qui contribuent à la montée en compétences numériques de la population. Donc voilà, et notre dernier objectif, mais il est assez évident, c'est-à-dire qu'on reste sur cet objectif d'avoir 4000 conseillers numériques qui soient déployés au plus près des besoins des usagers. Et voilà, on est encore dans l'expectative, on a bien conscience qu'il y a une dégressivité des taux, que ça pose un certain nombre de questions, qu'il y a des éléments du droit du travail qu'on ne peut pas forcément dépasser sur les différents, voilà, la succession, on va dire, des CDD. Et ça nous dépasse assez largement dans le champ de la médiation numérique, mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs satisfaisants. On est aujourd'hui sur un taux de renouvellement qui est plutôt de l'ordre de 60-65%. Donc voilà, c'est pas parfait, c'est pas idéal, mais on voit en tout cas qu'il y a un attachement des structures à continuer à investir ce dispositif et à aller de l'avant. Donc voilà, peut-être en conclusion, je sais que je ne réponds qu'à une toute petite partie de vos nombreuses questions et on vous remercie aussi pour ces questions. C'est important pour nous de les avoir pour savoir aussi comment communiquer, comment vous faire les retours qui soient les plus appropriés, les plus justes possibles. Donc encore une fois, on est aussi à votre écoute, à votre disposition. On essaie de l'être en tout cas au maximum. Et donc merci pour votre participation et pour ces retours.